Heureux d'ouvrir avec vous cette rencontre de la revue Le Grand Continent au Sénat et d'inaugurer ainsi une série de temps de dialogue et d'échange autour d'enjeux qui, bien que variés, auront un pivot. Quelle géographie des puissances dans un monde en mutation? Quelle place et quelle projection pour l'Union européenne et la France au-delà de leurs frontières vers les vastes horizons du grand large et du grand continent? Ces enjeux sont complexes à décrypter. Il me semble indispensable de prendre le temps de la réflexion et une certaine distance, de s'offrir en quelque sorte le luxe de la lenteur pour réinterroger, revisiter parfois les certitudes, les idées reçues, les convictions. Cela est d'ailleurs fidèle à l'un des signes distinctifs du Sénat, se tenir un peu, pas toujours, mais un peu, à l'égard des pulsions du moment ou des modes, et décider avec les seules boussoles de la sagesse et de la raison. Je cite souvent La Fontaine, du lièvre et de la tortue de la fable, symbole de sérénité et de sagesse, qui va à son train de sénateur. On sait que c'est elle qui arrive à la première, tout en portant la maison. Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées sous la direction de son président Christian Cambon, mais aussi le travail de notre Commission des Affaires européennes et de son président Jean-François Rapin. Ces deux commissions sont au centre d'un maillage dense de diplomates, de responsables politiques, de décideurs économiques, de représentants aussi du monde académique, qui éclairent leurs réflexions et guident l'élaboration d'avis et de rapports dont la qualité, je dois le dire, reconnue. Je souhaite que nous puissions prolonger les travaux de ces deux commissions du Sénat. À travers la revue Le Grand Continent, qui accueille les signatures les plus prestigieuses, venues des horizons les plus variés en matière de politique étrangère et de géopolitique, il me semble que l'occasion nous est donnée de multiplier les passerelles avec le monde académique et universitaire, et de permettre à vous, mes chers collègues sénateurs, quelles que soient les commissions ou les délégations dans lesquelles vous siégiez, oui, à vous tous, d'échanger avec les meilleurs spécialistes de ces questions complexes. Ce que nous entreprenons est le contraire, en fait, de formules à l'emporte-pièce ou d'analyses toutes faites qui triomphent par ailleurs. C'est peut-être quelque part, entre guillemets, la fierté du Sénat, à l'heure où l'invective fait trop souvent office de débat et prend en otage l'échange d'arguments. Mesdames et messieurs, dans la seconde lettre de la crise de l'esprit, au sortir de la Première Guerre mondiale, Paul Valéry posait les questions qui ne cessent de hanter l'Europe depuis plus d'un siècle. Et je cite Paul Valéry. L'Europe va-t-elle garder sa prééminence dans tous les genres? Interrogation. L'Europe deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un petit cap du continent asiatique? Point d'interrogation. Et je cite toujours Valéry. Ou bien l'Europe restera-t-elle ce qu'elle paraît? Troisième interrogation. En convoquant les outils de la géopolitique traditionnelle, ancrés dans l'histoire et la géographie, mais aussi les notions plus novatrices de capitalisme politique ou de géoéconomie, vous allez à votre tour examiner ces questions et tenter d'y apporter des réponses. Car l'Europe, comme la France, depuis plus d'un siècle, n'a cessé de se réinventer, de rechercher des alliances, de nouer des partenariats, de reconstruire un modèle de puissance abîmé dans 2 guerres mondiales, pour mieux s'affirmer dans un monde qu'elle sait mouvant. Mais l'Europe et la France hésitent aussi. Ils hésitent aussi sur leur héritage, sur leurs actions passées, sur ce qu'elles sont. Fondamentalement, elles hésitent sur la place et le rôle de l'État entre libéralisme économique, exercice de la souveraineté au niveau national ou fédéral, construction balbutiante et quand même tardive d'une autonomie stratégique encore trop lacunaire. Alors, l'Europe n'est-elle plus que l'ombre d'elle-même?
Interrogation. L'Europe est-elle condamnée à se conformer à sa réalité géographique qui serait celle d'être un petit cap, pour reprendre les mots de Paul Valéry. Un petit cap du grand continent asiatique ou l'une des côtes du grand large transatlantique? Interrogation que je pose. L'Europe et la France sont-elles condamnées au paraître d'un lustre révolu? Voilà, me semble-t-il, les questions. L'issue des mutations en cours n'est pas écrite, mais ces mutations sont aussi fondamentales. De celles qui virent au XVIe siècle le monde méditerranéen abandonner sa suprématie au profit du monde transatlantique. Dans cette équation, les États européens, s'ils perdaient leur position centrale, continuaient alors de figurer parmi les partenaires essentiels. Aujourd'hui, le risque est qu'ils ne soient plus que l'extrémité, la périphérie d'entités géopolitiques qui leur sont étrangères, concurrentes, voire hostiles. D'autant que la dorsale eurasiatique, cet ensemble allant de l'Europe occidentale à la Chine, que chacun, ou en tous les cas d'aucuns, caressait comme une réponse continentale à la polarisation Chine-États-Unis, laissant l'Union européenne en manque d'oxygène, oui, d'autant que cette dorsale semblait avoir fait naufrage avec l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et que la stratégie indo-pacifique de l'Union européenne, d'ailleurs à l'initiative de la France, n'a pas atteint la masse critique encore nécessaire et elle est trop dispersée pour constituer, à ce stade, un contrepoids qui compte dans les tensions entre la Chine et les États-Unis. Mesdames et messieurs, je reprendrai une expression chère à un tout nouvel académicien qui a écrit essentiellement dans la langue espagnole, Maria Vargas Llosa, ses réflexions liminaires. C'est au feu crépitant des idées, de vos idées. En formulant un vœu pour l'Union européenne et pour la France, que les vents contraires du grand large et ceux venus des profondeurs du grand continent se rencontrent et trouvent en quelque sorte une forme de neutralisation en un point d'équilibre qui serait l'Europe. Je nous souhaite d'excellents travaux à partager ce soir. Merci et bienvenue au Sénat. Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir bien voulu associer la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat à ce dialogue, à cette soirée de réflexion géopolitique, géostratégique et géoéconomique tout à la fois. Nous croyons en effet, et je salue mes collègues nombreux qui ont souhaité se joindre à cette soirée, nous pensons en effet, nous les parlementaires, que nous avons aussi un rôle à jouer dans la réflexion et dans l'analyse de ces recompositions géopolitiques qui fragilisent les équilibres mondiaux hérités de la Seconde Guerre mondiale. Sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, la rivalité entre les États-Unis et la Chine, je rappelle que la Commission a adopté pas moins de 3 rapports récents, le dernier sur la nécessaire adaptation de la stratégie française dans l'Indo-Pacifique, adaptation aux réalités géostratégiques actuelles. La France, en effet, se veut puissance d'équilibre ou puissance stabilisatrice. De ce fait, nous avons toujours recherché le dialogue avec chaque pays, y compris et surtout dans les situations de tension géostratégique ou les situations de conflit. Ce positionnement est du reste parfois mal compris de la part des interlocuteurs de la France, au point de devenir parfois même contre-productif pour nos intérêts. Est-il en adéquation avec notre poids réel et surtout, sommes-nous prêts à consacrer les moyens nécessaires à de si grandes ambitions? Notre époque se caractérise par la bipolarisation, la bimondialisation, structurée autour de groupes de pays rivaux, menés par les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. L'affrontement des États-Unis et de la Chine a longtemps paru peu vraisemblable et même un peu théorique. Certes, certains chercheurs se sont inquiétés de ce que l'on appelle communément le piège de Thucydide, c'est-à-dire
le caractère probable d'une guerre entre la puissance dominante du moment avec sa rivale ascendante qui aspire à dominer la phase suivante. Mais en l'espèce, l'imbrication économique des États-Unis et de la Chine, le risque démographique auquel se heurtait la Chine avec un vieillissement trop précoce de sa main-d'œuvre, phénomène qui semble se confirmer, l'endettement record des États-Unis, dont une partie essentielle de la dette était détenue par la Chine, tous ces facteurs multiples nous laissaient penser que la concurrence serait sans violence, sans confrontation, voire n'aurait pas lieu du tout. Aujourd'hui, force est de constater que cette vision était particulièrement optimiste. Pas plus que les dividendes de la paix n'ont duré, cet espoir d'une pacification durable du monde par la mondialisation et le commerce n'a pas résisté au retour des politiques de puissance des États. L'agression russe en Ukraine, débutée il y a un an quasiment jour pour jour, constitue très vraisemblablement une rupture dans l'histoire de l'Union européenne et une rupture dans l'histoire de l'équilibre mondial. L'affrontement direct, violent, meurtrier est redevenu possible. La confrontation armée gagne en crédibilité. Beaucoup d'analystes ont estimé que l'Ukraine était un laboratoire dont la Chine pourrait tirer des leçons pour s'occuper de Taïwan. Dans le même temps, la péninsule coréenne semble pouvoir basculer à tout moment dans une escalade irrémédiable, comme en témoignent les récents tirs de missiles de la Corée militaire, sa parade militaire gigantesque du 8 février dernier, l'affirmation de ses ambitions dans le domaine de la défense, le domaine économique et même civilisationnel de son dirigeant. Tout à côté, la découverte d'un important gisement de lithium dans le Cachemire pourrait aussi aiguiser les appétits dans cette région, alors que les heurts meurtriers à la frontière entre la Chine et l'Inde n'ont pas totalement cessé depuis leur reprise en 2020. Le rapprochement entre l'Iran et la Chine, qui vient de se caractériser par la visite officielle ces jours derniers du président iranien à Pékin, s'appuie sur un accord de coopération stratégique et commerciale à 25 ans. Dernière étape de cette montée en tension, le survol de l'Amérique du Nord par des ballons chinois soupçonnés d'espionnage. À la date du 12 février, 4 ballons avaient déjà été abattus à partir du sol américain dans le ciel de l'Alaska et au-dessus du Canada. Les autorités chinoises ont répliqué que des ballons américains ont survolé leur territoire à plus de 10 reprises sans autorisation en l'espace d'un an. Ces incidents qui peuvent paraître mineurs ont et auront vraisemblablement des conséquences concrètes, déjà avec le report de la visite en Chine du secrétaire d'État américain. Ainsi, les tensions s'exacerbent. Les risques de confrontation se multiplient et rien n'empêche que les divers scénarios des crises soient même cumulatifs. Je tiens d'abord à souligner que la majorité des pays n'ont pas condamné ou ont condamné sans prononcer de sanctions l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Chine, pour sa part, a indiqué comprendre, je cite, « les préoccupations raisonnables de la Russie en matière de sécurité ». L'apport des États-Unis dans le soutien de l'Ukraine est massif et essentiel. Est-ce que l'apport européen aurait pu suffire? On peut vraisemblablement en douter. Et pourtant, la politique américaine a effectué son pivot asiatique. Le soutien américain à l'Ukraine ne remet pas en cause ce pivot. Le dernier rapport de notre commission sur l'Indo-Pacifique propose des cartes très intéressantes et très éclairantes, je vous y renvoie. Elles illustrent combien le basculement du monde autour de la rivalité États-Unis-Chine place l'Europe, et singulièrement la France, en périphérie du monde. C'est bien une révolution copernicienne que nous sommes donc invités à faire. Alors, et c'est un peu notre sujet ce soir, quelle place reste-t-il pour les ambitions françaises et européennes? L'Ukraine a été l'occasion d'un réveil géopolitique des Européens, coordonné entre les différents États membres de l'Union. La rapidité des États membres pour négocier, puis pour mettre en œuvre 9 vagues de sanctions d'une ampleur inédite contre l'économie russe ont apporté un démenti éloquent à l'idée selon laquelle l'Europe serait condamnée sur la scène internationale à la paralysie ou même à la division, tout comme l'activation inédite et rapide de la Facilité européenne pour la paix. Mais nous ne pourrons être à la hauteur des nouveaux enjeux géostratégiques qu'à 3 conditions cumulatives à notre sens. En tout premier, nous devons être capables de définir, dans le respect des spécificités de chacun,
une culture stratégique commune à l'échelle de l'Union, une volonté d'agir ensemble sur la scène internationale pour défendre nos intérêts communs. En second point, nous devons nous donner les moyens de cette ambition pour être crédibles et donc nous doter à la fois des financements nécessaires, mais aussi d'un outil industriel solide et indépendant, singulièrement dans le domaine de la défense. Enfin, nous devons adapter nos stratégies françaises et européennes à la volonté hégémonique de la Chine, qui l'a affirmé lors du 20e congrès du Parti communiste chinois. Partenaire et compétiteur commercial incontournable, la Chine s'affirme ainsi comme un rival systémique de plus en plus offensif. Devons-nous pour autant négliger de défendre nos propres intérêts face à notre grand allié américain? Dans ce domaine, nous pensons que la France doit défendre une politique forte et réaliste. L'Union européenne est un des blocs économiques les plus performants. Cela doit nous permettre de définir notre propre stratégie, guidée d'abord et avant tout par les intérêts européens. Il en va de notre propre sécurité. Avant de laisser la parole à Gilles Gressani, directeur de la revue Le Grand Continent, et Mathéo Malik, rédacteur en chef, je voudrais à nouveau me réjouir, au nom de notre commission, de ce moment d'échange au Sénat, car du débat et de la confrontation des analyses naît la lucidité dont nous avons tous collectivement besoin dans ces temps troublés. Je vous remercie. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, et surtout, j'aime insister sur ceci, chères lectrices et chers lecteurs, merci pour votre présence. Nous sommes vraiment très heureux que cette première édition des rencontres du Grand Continent au Sénat soit d'ores et déjà un succès d'affluence. Et dans la lignée de ce qui vient d'être dit par le président du Sénat et par le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, que nous remercions encore une fois pour leur soutien, leur accueil, l'exercice que nous inaugurons aujourd'hui nous paraît à la fois utile et original. Utile d'abord parce qu'il nous permet de structurer un débat public informé et ouvert dans notre époque de transformation profonde, parce qu'il est au cœur de l'appréhension du temps long et qu'il est à l'écoute des tendances de fond. Le Sénat est un partenaire auquel le Grand Continent, notre revue, est particulièrement fière de s'associer cette année dans le cadre d'un cycle qui commence aujourd'hui. Ce cycle est aussi original car ce dialogue est nécessaire entre le savoir et la décision. Et ce dialogue est au cœur de notre démarche, ainsi que de celle du groupe d'études géopolitiques, notre éditeur, qui essaye d'identifier des lieux, des occasions pour qu'ils puissent se déployer d'une façon convenable et nouvelle. À cet égard, ces rencontres seront donc une occasion privilégiée de faire dialoguer des signatures de la revue avec des sénateurs des commissions concernées pour apporter un éclairage nouveau, libre et ouvert, bénéficiant du regard croisé entre parlementaires et experts. Un petit mot sur la revue. Donc, nous existons depuis 2019, c'est peu par rapport à l'histoire du Sénat, mais voilà, c'est important pour nous. Et nous sommes donnés d'emblée l'ambition d'être la revue ou une des revues de référence du débat stratégique, politique, intellectuel à l'échelle de l'Europe. Aujourd'hui, le Grand Continent est une des principales revues. Ce n'est pas la première revue de l'espace francophone par le nombre de signatures. Vous voyez le calibre de nos signatures, une sélection de nos signatures à ma droite. Et évidemment aussi par le nombre de lecteurs. Nos articles sont désormais discutés et commentés partout en Europe grâce à une stratégie éditoriale qui est très importante parce qu'elle est fondée sur le plurilinguisme. Nous publions en français, en espagnol, en italien, en allemand et en polonais pour essayer de faire vivre le débat à l'échelle du continent. Vous trouverez nos publications en librairie, avec le premier volume qui est paru chez Gallimard, Politique de l'intérêt, que je vous montre, et sur le site web legrandcontinent.eu. Et encore une fois, nous sommes vraiment absolument ravis d'organiser au milieu des événements que nous portent de Varsovie à Séville et de Paris jusqu'à Naples en passant par Berlin et Vienne. Et bien, à partir d'aujourd'hui, nous sommes ravis d'être au Palais du Luxembourg. Donc encore merci pour votre accueil. Merci beaucoup à Gilles pour ces mots et merci encore une fois à vous.
L'époque que nous traversons est bouleversée, elle est heurtée de crises. Après la pandémie et depuis l'invasion de l'Ukraine, nous assistons à des recompositions géopolitiques à l'échelle mondiale, sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que les enjeux en ont été parfaitement exposés par les présidents Larcher et Cambon, qui finalement ont posé la question, selon nous, dans les bons termes, c'est-à-dire comment la France et l'Europe se situent-elles aujourd'hui dans ce grand contexte. C'est une question évidemment très complexe. Et pour cette première séance de ce cycle que nous sommes encore une fois très fiers de débuter aujourd'hui, nous avons choisi au Sénat de prendre de la hauteur. Pour étudier des problèmes aussi concrets et aussi finalement urgents que, par exemple, la disruption du commerce international, des problèmes aussi précis et aussi complexes et techniques que celui des semi-conducteurs ou des chaînes d'approvisionnement, nous partirons du capitalisme politique, expression que le président Larcher a mentionnée tout à l'heure, et qui nous permet finalement d'être un point d'entrée pour articuler l'échelle de la rivalité globale Chine-États-Unis qui nous occupe aujourd'hui avec celle des nanotechnologies. Cette expression est de Max Weber. Elle a été étudiée plus en détail dans un texte auquel je vous renvoie de ce premier volume papier du Grand Continent par Alessandro Arezzo, dans Politique de l'interrègne, pour désigner finalement l'imbrication instrumentale et réelle des objectifs économiques et des exigences de sécurité nationale. En Chine, aux États-Unis, mais aussi en Europe et en France, les forces de l'économie sont de plus en plus mises au service de la sécurité dans cette recomposition globale que nous évoquions. Et c'est donc de notre situation dans ce contexte que nous allons essayer de questionner avec vous, et grâce aux éclairages de nos 4 invités, de nos 4 intervenants que nous remercions encore une fois, Gilles Kepel, titulaire de la chaire Méditerranée, Moyen-Orient à l'École normale supérieure PSL, qui commencera par présenter les grandes lignes de fracture géopolitique après l'invasion de l'Ukraine, au Moyen-Orient et en Méditerranée en particulier, entre non-alignement et nouveaux partenariats dans un paysage d'alliances bouleversé. Louis de Cateux, quant à lui, qui co-dirige avec Alessandro Arezzo, que j'évoquais à l'instant, la série Capitalisme, politiques en guerre, publiée dans les colonnes du Grand Continent, avec un article paraissant chaque mercredi sur notre site web, et qui nous parlera dans son intervention, qui cherchera dans son intervention plus précisément à étudier le point nodal de cette géopolitique contemporaine, donc la rivalité entre la Chine et les États-Unis, en fonction de la capacité politique des deux systèmes à diriger, transformer, développer l'innovation, l'industrie, les technologies numériques et les sciences. Alice Pagnier, vous êtes responsable du programme de géopolitique des technologies à l'Institut français des relations internationales. Vous avez signé aujourd'hui même dans Le Grand Continent un article absolument passionnant que je vous invite à lire sur les technologies critiques, les technologies émergentes et leur rôle géopolitique. Vous aborderez aujourd'hui la place de l'Europe dans la rivalité technologique entre la Chine et les États-Unis. Enfin, Sébastien Jean, professeur d'économie, titulaire de la chaire d'économie industrielle Jean-Baptiste Say au CNAM, vous nous parlerez du bouleversement de l'ordre économique et commercial mondial, la géoéconomie dans une nouvelle phase de la mondialisation. Les interventions d'une durée approximative de 10 minutes seront suivies d'un échange avec la salle avant les mots de conclusion par le président du Sénat. Nous ne serons pas plus longs. Je vous remercie encore une fois et j'ai l'honneur de céder la parole à Gilles Kepel pour la première intervention. Ah, voilà, ça y est. Bon, ça commence mal pour la technologie. Bien, Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, Monsieur le Président de la Commission aux Affaires étrangères, de la Défense des Forces armées, cher Christian Cambon, Mesdames et Messieurs les vice-présidentes, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, chers amis, je suis aussi ému, je pense, que les jeunes gens qui dirigent le Grand Continent, en dépit des années que nous séparent d'eux, de cette opportunité que nous avons de rassembler ici la première chambre du Parlement français avec des initiatives intellectuelles les plus éclatantes et les plus exigeantes qui se produisent aujourd'hui au sein de notre université et qui irriguent le monde à la fois de l'édition et des médias. C'est un moment très important pour nous et je voudrais le souligner et vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir accepté de mettre en œuvre ce qui était d'abord une idée folle et puis qui finalement se retrouve une idée sage.
En ce qui me concerne, mon rôle est simplement d'introduire le débat en présentant quelques exemples ou quelques hypothèses paradigmatiques que mes collègues, qui sont beaucoup plus versés dans la thématique de ce jour, pourront ensuite développer à leur gré. Alors, évidemment, à partir du moment où on parle de lignes de faille et de nouvelles lignes de faille, je ne peux pas ne pas me pencher sur l'actualité et la métaphore terrible que nous produit le réel. Là, les deux tremblements de terre, les deux séismes qui viennent de se produire en Turquie, paradoxalement ou pas paradoxalement, je ne sais pas, illustrent assez bien ce propos. Comme vous le savez, ce sont des tremblements de terre qui ont l'air tout à fait stupéfiants, mais qui sont en réalité des constantes très anciennes de l'histoire de la Terre, puisque Antioche avait déjà tremblé à l'époque où l'empereur Trajan était en route pour la guerre contre les Parthes, l'Irak actuel. Ensuite, Antioche avait été détruite au VIe siècle pour de bon, la plus grande ville de l'Empire byzantin, suivie de pillages, de scènes d'insécurité terribles qui évoquent celle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces deux failles, la faille Est-Ouest et la faille Nord-Sud, Kahramanmaraş, l'épicentre, est situé, c'est la triple jonction entre le plateau anatolien, le monde arabique, le monde africain, la faille de la mer Morte. Tout cela, finalement, est une métaphore, peut-être une métonymie assez frappante de ce phénomène où on a le sentiment que les alliances, ce qui pouvait mettre ensemble le monde depuis 1945 est parti dans tous les sens. Et ce phénomène de désaffiliation, si l'on peut dire, qui se manifeste un peu partout, et au fond, la rivalité entre la Chine et les États-Unis, qui est l'intitulé de ce colloque, vient se substituer sans se superposer à ce qui avait été, après la Seconde Guerre mondiale, une sorte de congélation du monde dans l'opposition de la guerre dite froide, justement, entre l'URSS et les États-Unis, entre le monde soviétique ou socialiste et le monde libre ou capitaliste, et qui, paradoxalement, avait fait que les Européens que nous sommes n'avaient pas connu le conflit sur leur territoire véritablement. En tout cas, il y avait eu des conflits en Yougoslavie notamment, mais pas avec l'ampleur extraordinaire, avec le déclenchement sismique, si je puis dire, qui est celui de la guerre d'Ukraine présente sur notre sol. Donc là, le mode de régulation qui avait été construit après la Seconde Guerre mondiale n'existe plus. Et la mondialisation qui voit la concurrence sino-américaine se déployer, se transformer et autres, nous contraint à penser à nouveau frais, en élaborant des concepts qui seront développés par mes collègues dans un instant, la scène internationale sur laquelle nous vivons, une scène internationale dont je voudrais souligner, et les sénateurs ici présents bien évidemment le savent, qui se traduit sur la scène nationale. Puisqu'on n'a plus simplement des oppositions sur la scène nationale entre ceux qui soutiennent l'URSS et ceux qui soutiennent les États-Unis, comme au bon vieux temps, mais la projection dans un certain nombre de nos territoires de conflits opposant un certain nombre de nos partenaires à l'international, voire regroupant diverses coalitions qui n'ont plus rien à voir avec celles du passé. Et j'ai eu l'honneur récemment de faire une mission pour le président de la République sur la relation entre un certain nombre des forces qui s'exercent dans divers départements français et les
pays dont sont ressortissants certains des habitants de ces départements. Et on voit bien que cette intrication n'est pas seulement un enjeu géopolitique, c'est aussi un enjeu de politique française. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement important. Alors, très brièvement, parce qu'il me reste 3 ou 4 minutes, ce qui se passe aujourd'hui ce que révèle le double séisme turc et syrien va tout à fait dans le sens de ce qui a été mentionné et de l'objet de nos travaux. En effet, on voit que les alliances, par exemple, qui avaient été construites par le président Erdogan avec les rebelles syriens, puis l'accueil des réfugiés, le soutien aux islamistes de tendance frères musulmans, proches de la vision qui est celle du parti de M. Erdogan, l'AKP par exemple, sont aujourd'hui en train d'être complètement remises en cause, puisque les Russes qui exercent leur ascendant sur la Syrie, et le président Assad n'a pu se rendre à Alep que parce que les Russes l'ont autorisé à le faire l'autre jour, les Russes ont poussé énormément les Turcs à se réconcilier avec le président Assad. Donc on a là une ligne de faille très bizarre, qui se perturbe, est-ouest, sud-nord qui se mélangent. Les rebelles syriens qui étaient soutenus par la Turquie ne savent plus, si j'ose dire, à quel sein se vouer. Et cette situation contribue à un effet de catastrophe dans la région. À Idlib, par exemple, dans la région rebelle soutenue par les Turcs, aucune aide n'est arrivée. Donc la situation est absolument catastrophique. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, tout à l'heure la visite que le président de la République islamique, M. Raïssi, vient d'effectuer encore, toujours, je crois, en Chine, où donc reçu par le président chinois, celui-ci a réaffirmé ses liens avec la République populaire de Chine, et ce qui avait même été, du reste, très critiqué sous son prédécesseur, puisque un certain nombre de parlementaires, on pense toujours que le Parlement iranien est aux ordres, iraniens avaient critiqué l'assujettissement de l'Iran à la Chine, qui leur semblait pire, c'était Ahmadinejad qui avait expliqué ça, que l'ancien impérialisme américain. Donc on a, si vous voulez, des choses qui sont tout à fait stupéfiantes. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé dans la mission que j'ai faite récemment, c'est qu'un certain nombre de nos partenaires, disons, historiques ou traditionnels dans les pays du Maghreb aujourd'hui, et les ministres m'ont tenu les propos m'expliquant que le Maghreb de grand-papa ou de papa s'était terminé, qu'il n'était pas question de donner par un mouvement naturel ou un penchant naturel la préférence à des alliances avec l'Europe ou avec la France. Les votes à l'occasion de la guerre en Ukraine l'ont amplement démontré, et que si tel ou tel pays du Maghreb, où l'on pensait être en cousinage, ou en très grande proximité en tout cas, estimait que les accords d'Abraham lui permettaient d'avoir une meilleure opportunité avec Israël ou avec la Chine ou avec la Russie, eh bien, c'est sur la base d'une contractualisation libre qu'il allait choisir sa tactique ou ses stratégies. Alors tout ça, bien sûr, crée une complexité dans le décryptage, la lecture des relations internationales, dont je vous réitère aussi qu'elles ont des incidences sur les scènes nationales, particulièrement difficiles à penser, puisque tout l'appareil conceptuel qui a été construit pour penser les relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'au moment où la chute du mur de Berlin avait opposé d'un côté le clash des civilisations à la fin de l'histoire, tout cela aujourd'hui semble très en deçà pour nous permettre de penser les
les conflits auxquels nous sommes confrontés. Donc, après avoir dit ces quelques mots liminaires pour introduire la plus grande confusion, maintenant, je vous laisse le travail de remettre tout ça en forme. Et comme le disait Lech Walesa, il est beaucoup plus difficile de refaire un bœuf à partir du bortsch qu'un bortsch à partir du bœuf. Donc moi, j'ai fait le bortsch et maintenant, je vous laisse refaire le bœuf. Merci beaucoup. Et j'attends avec impatience de voir comment vous allez vous tirer de ce défi. Merci beaucoup. Donc effectivement, Louis de Cateux, qui dirige auprès du grand continent la série Capitalisme politique en guerre, et qui a, après ce portrait très brillant et très synthétique des nouvelles recompositions géopolitiques, la charge d'essayer de nous introduire à cette notion qui est celle du capitalisme politique et montrer en quoi il est particulièrement pertinent aujourd'hui pour rentrer au cœur de la rivalité. Merci pour le défi, Monsieur Keppel. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Donc, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, Messieurs et Mesdames les sénateurs, Messieurs les membres du corps diplomatique et chers publics, j'ai envie de vous parler de ce qui me semble être deux dynamiques clés dans la géopolitique mondiale aujourd'hui, c'est-à-dire la sécurisation et l'arsenalisation de l'économie. Par sécurisation, ce que j'entends, c'est le fait que les activités économiques, notamment les échanges et les investissements, ne sont plus envisagés uniquement sous l'angle économique, mais sous celui de la sécurité nationale. Ce sont devenus des vrais problèmes pour les administrations en charge de la sécurité. La recherche d'efficacité doit parfois laisser place aux objectifs de résilience ou de maîtrise. Et on voit ça, par exemple, dans les plans qui visent à développer l'industrie des semi-conducteurs pour des questions de sécurité, en rompant avec la logique des chaînes de valeur mondiales. Le deuxième point, c'est l'arsenalisation. Ça, c'est le fait d'utiliser les interdépendances économiques et leur nature asymétrique pour imposer ses vues et avancer ses propres intérêts. Les sanctions financières américaines, par exemple, comme l'expliquait très bien dans un des articles de notre série Agathe de Marais, repose sur le caractère central du dollar dans le système économique mondial, le fait que les banques ont besoin d'accéder au dollar et qu'à partir du moment où les États-Unis menacent de les couper du dollar, on a une acceptation et même souvent de la surconformité aux sanctions. C'est ces deux évolutions qui ont amené Alessandro Arezzo dans cet article pour Politique de l'interrègne à parler de capitalisme politique en guerre. C'est intéressant parce que le terme avait été utilisé par Branko Milanovic, mais pour lui, il y avait un capitalisme politique chinois, autoritaire, en lutte face à un capitalisme libéral, démocratique. Et je vais suivre Alessandro en ça. Il met le point sur la forte interrelation entre l'économique et le militaire aux États-Unis. Il y a une vraie tradition là-dessus. Il y a à la fois le poids de la défense dans l'économie politique américaine. Le DoD, c'est le principal budget du gouvernement fédéral américain. C'est 800 milliards de dollars, 4% du PIB. C'est aussi quelque chose... C'est aussi par sa voix qu'il a eu un rôle instrumental dans la naissance de nombreuses technologies. On connaît tous l'exemple d'ARPANET et d'Internet, mais plus largement de la Silicon Valley. Et le deuxième point, c'est la tradition d'economic statecraft, qui est un terme qui est difficilement traduisible américaine, mais ce qui veut dire le fait d'utiliser des outils économiques pour poursuivre des objectifs de politique étrangère. Du plan Doe au plan Marshall, de la création du COMCOM, c'est-à-dire des contrôles export de tous les alliés occidentaux pendant la guerre froide, aux lois Helms-Burton dans les années 90 qui renforçaient les sanctions contre Cuba. Les États-Unis ont toujours su utiliser leur poids économique pour aider quand ils en avaient envie ou bloquer quand ils en avaient besoin. Et je pense que, en suivant là encore Alessandro, on peut parler aujourd'hui de capitalisme politique américain. Ce capitalisme politique américain, on en a le programme.
C'est un discours de Jake Sullivan, prononcé le 16 septembre, à la remise du rapport du Special Competitive Studies Project. Et ce programme, il a 4 axes. Le premier, c'est investir dans l'écosystème scientifique et technologique. Le deuxième, c'est faire émerger des talents. Le troisième, c'est protéger l'avantage technologique des États-Unis. Et le quatrième, c'est approfondir les alliances et partenariats. Investir dans l'écosystème scientifique et technologique, sur la recherche, c'est, et Alice vous en parlera mieux, c'est identifier, définir des technologies critiques et mettre en place des soutiens. Par exemple, il y a eu, sous la présidence Trump, la National Quantum Initiative. Pour faire le lien aussi avec la sécurité, il y a tout ce qui a découlé de la National Security Commission AI sur l'intelligence artificielle. C'est la recherche, mais c'est aussi le déploiement. Ça, c'est les grands plans de politique industrielle de l'administration Biden, le CHIPS Act pour les semi-conducteurs et, je crois que c'est monsieur le président du Sénat qui en parlait, l'Inflation Reduction Act sur les technologies vertes. Faire émerger les talents, c'est aussi des subventions et des programmes qui sont prévus dans le Chips and Science Act. Protéger l'avantage technologique des États-Unis, c'est la sécurité économique. Par exemple, le fait que le FBI regarde de plus en plus près les coopérations entre les universités chinoises et les centres de recherche américains, ce qu'ils ont appelé la China Initiative. C'est les contrôles export, dont on a beaucoup parlé en octobre, avec des premiers contrôles qui avaient été mis en place sous l'administration Trump et qui ont été renforcés pour empêcher l'exportation de tout ce qui sert à faire des puces de dernière technologie, notamment celles qui sont utilisées pour faire tourner des modèles d'intelligence artificielle. Et dernière idée en date, quelque chose qui est en discussion et beaucoup de discussions à Washington autour d'un futur executive order sur un contrôle des investissements, quelque chose qu'on fait en France et qu'on a fait en Europe, mais pas un contrôle des investissements entrants. Il existe déjà, c'est le Committee on Foreign Investments in the US. Ce qu'ils veulent faire, c'est un contrôle des investissements sortants pour éviter des transferts de technologie. Approfondir les alliances et partenariats, c'est introduire une dimension technologique et sur les chaînes d'approvisionnement dans toutes les grandes alliances, le TTC avec l'Europe, le Trade and Technology Council, des questions technologiques traitées au sein du Quad, l'alliance avec l'Australie, le Japon, l'Inde et bien sûr les États-Unis, et l'internalisation des contrôles export qu'on a vu avec un accord avec le Japon, les Pays-Bas et la Corée du Sud. Et face aux États-Unis, on a bien sûr le capitalisme politique chinois. Il y a une vraie volonté chez Xi Jinping de faire de la Chine une grande puissance scientifique et technologique en mobilisant tous les moyens de l'État central, mais aussi des gouvernements provinciaux, des entreprises d'État et aussi du secteur privé. Je pense qu'un cas d'étude très intéressant, et encore une fois, il faut lire notre série avec un article très intéressant de Chris Miller là-dessus, c'est le cas des semi-conducteurs. Aujourd'hui, la Chine est l'atelier du monde et consomme énormément de semi-conducteurs pour produire de l'électronique. Mais les semi-conducteurs ne sont pas produits en Chine. En 2015, quand ils lancent le programme China 2025, 15% uniquement des besoins chinois sont produits sur le territoire. C'est 250 milliards d'importations, c'est plus que le pétrole en semi-conducteurs. Après, un certain nombre de programmes, notamment le Chips Fund, qui était, c'est assez marrant, Chris Miller explique qu'il y a de l'argent de tout, même du monopole des tabacs, pour financer le développement de l'industrie des semi-conducteurs. Ils sont toujours qu'à 20%. Ils avaient prévu de faire 70% en 2025, ils sont à 20% aujourd'hui. C'est un secteur compliqué. Les contrôles des exportations américaines ne vont pas les aider à atteindre leurs objectifs. Mais le capitalisme politique chinois a des tours dans son sac. Il y a très récemment 130 milliards de dollars qui ont été annoncés en soutien au secteur des semi-conducteurs et des discussions pour eux aussi utiliser les interdépendances, appuyer là où ça fait mal. Il y a très récemment, le ministère chinois des technologies a lancé des consultations pour la mise en place de licences d'exportation pour non pas les panneaux photovoltaïques, mais pour les technologies nécessaires à la production de panneaux photovoltaïques, soit une première étape à la mise en place de contrôle export. Et quand on voit les besoins, notamment avec le plan européen de soutien aux industries vertes, bien sûr à ce que font les États-Unis,
là aussi, on est dans une vraie logique d'arsenalisation et de réponse à la politique américaine. Donc, aujourd'hui, dans ce monde post-guerre froide, le monde post-guerre froide était marqué par une plus grande intégration économique, régulée par des règles, dont le principal symbole, c'est sans doute la création de l'OMC et l'entrée ensuite de la Chine et de la Russie au sein de ceux-ci, est en train de prendre fin. Il y a une analyse très intéressante du FMI là-dessus, sur la fragmentation géoéconomique et ce que ça veut dire pour le multilatéralisme. Il y aura une interview bientôt dans le Grand Continent pour exploiter mieux comprendre leurs arguments et comprendre les dynamiques en cours. Ça nous nécessite, la fin de ce monde post-guerre froide, de repenser notre insertion dans la mondialisation. C'est-à-dire à la fois de créer les outils pour assurer notre sécurité et développer notre industrie, mais aussi, peut-être quelque chose dont on a moins l'habitude par rapport aux États-Unis, de développer une capacité d'économic statecraft, ce qui est à dire d'être capable de limiter, comme ils font peut-être par des contrôles export, mais aussi d'utiliser le poids économique pour influencer et restructurer les relations internationales. C'est ce qu'on a été capable de faire avec l'Europe de l'Est en l'intégrant dans l'Union européenne. C'est peut-être ce qu'on peut faire avec la rive sud de la Méditerranée pour développer les industries vertes en profitant du fait qu'il y a de l'espace et du soleil et des collaborations à penser. Il y a un très bon policy paper du GIEC sur ce sujet. Merci à tous. Merci beaucoup, Louis, d'avoir plus que survolé, être entré dans le détail du capitalisme politique chinois et américain. Je laisse donc Alice Pagné évoquer le cas de l'Europe à travers peut-être l'exemple des technologies émergentes. Merci. Merci beaucoup au Sénat et au Grand Continent pour l'invitation. Merci aussi à Louis d'avoir tout à fait bien introduit finalement mon propos en présentant le contexte international et les enjeux que ce contexte soulève pour l'Europe. Les capacités d'investissement et d'innovation de la Chine et des États-Unis font que ces deux puissances sont à la pointe dans nombre de domaines. On connaît le problème des retards européens dans de nombreuses technologies numériques notamment. On voit aussi que ces puissances technologiques s'accompagnent de pratiques politico-diplomatiques qui placent l'Europe, mais aussi le reste du monde, dans une situation assez inconfortable. D'une part, la volonté américaine de découplage et ses pressions diplomatiques, y compris sur, par exemple, les Pays-Bas et le Japon, qui ont entraîné des choix en matière de nouveaux contrôles d'exportation dans les semi-conducteurs. Et d'autre part, évidemment, la coercition économique et les pratiques déloyales menées par la Chine pour l'acquisition et peut-être l'export de technologies. Donc l'enjeu pour l'Europe, c'est à la fois d'accéder aux technologies, malgré ou en évitant les contrôles et les restrictions qui peuvent s'imposer aussi à l'Europe, mais peut-être plutôt de maîtriser les technologies, c'est-à-dire d'être capable de répondre aux besoins de l'État et des sociétés dans un nombre de domaines. Je pense à l'État parce que même au sein de l'État, même au cœur de l'État, même au sein du ministère des Armées, on utilise des logiciels Microsoft, ce qui pose parfois des difficultés. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces technologies sur lesquelles repose aussi l'activité de l'État, y compris dans les domaines les plus sensibles, repose également sur des standards technologiques, des standards de cybersécurité. Et la nécessité de la maîtrise des technologies, c'est aussi la maîtrise de ces standards et du degré de cybersécurité, de protection des données, qui soient conformes à nos besoins et à nos valeurs. Mais au-delà de ça, c'est bien plus large, ces enjeux. C'est évidemment des enjeux de compétitivité sur le long terme pour les technologies numériques et plus largement les technologies critiques. C'est pourquoi elles sont au cœur aujourd'hui des ambitions de souveraineté technologique européenne dont on parle principalement depuis 2019 et plus encore depuis le Covid. Une petite perspective historique nous permet de revenir sur cette ambition de souveraineté technologique et de nous rendre compte que ce n'est pas uniquement dans le cas américain qu'on a eu un lien fort entre l'État et la production de technologies, initialement à des fins militaires, mais avec des portées bien plus larges et des implications, y compris sur la conquête de marchés, ensuite dans le domaine civil ou commercial, comme on dit. En France, évidemment, la volonté d'autonomie stratégique, notamment dans le cadre du développement d'une dissuasion nucléaire indépendante,
et aussi cette volonté d'indépendance de la politique étrangère, c'est-à-dire de garder des marges de manœuvre en politique étrangère. Donc ces ambitions militaires et stratégiques de la France ont amené l'État français à mener des développements dans les technologies, y compris de nature duale, télécommunications, spatiales, informatique, technologies qui aujourd'hui font encore la force de la France et de l'Europe dans certains domaines. Donc ça a reposé sur une implication forte de l'État dans le pilotage du développement de ces technologies, y compris à l'étape de la recherche. Donc on peut faire un parallèle entre cette ambition historique et les technologies émergentes aujourd'hui, dans la mesure où la recherche et la science, plus généralement, sont au cœur, et notamment la recherche publique, sont au cœur du développement des technologies dites émergentes. Ces technologies émergentes sont celles qui, notamment parmi les technologies qu'on va dire critiques, cybersécurité, spatiale, intelligence artificielle, matériaux, robotique, etc., sont celles qui ne sont pas encore matures, qui sont encore au stade de la recherche et expérimentation, et qui pour beaucoup ont un fort potentiel de rupture, qu'on pense dans l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, les technologies quantiques dans toutes leurs subdivisions, les nanomatériaux, etc. En ce qu'elles proviennent de la recherche, y compris de la recherche publique, et de ce qu'elles ont ce fort potentiel de rupture, ces technologies émergentes sont un levier pour une souveraineté technologique française et européenne sur le long terme. Et d'ailleurs, on a des signes encourageants de la place de l'Europe dans ces technologies émergentes, y compris dans le quantique, où, selon une récente étude, l'écosystème européen est dans bien des domaines le plus avancé au niveau mondial, notamment dans les ordinateurs quantiques. Alors, puisque ces technologies émergentes et critiques sont si stratégiques, elles sont effectivement en phase d'être sécurisées, de devenir des enjeux de sécurité nationale et d'être prises en compte comme telles, ce qui pose un ensemble de domaines, un ensemble de dilemmes. Alors, la sécurisation des technologies se trouve à différents niveaux. La sécurisation des chaînes de valeur, on en a parlé beaucoup au moment du Covid. La sécurisation des industries, notamment face aux investissements étrangers qui ne seraient pas souhaitables, ou des rachats par des pays étrangers de pépites ou d'entreprises très stratégiques, mais aussi une sécurisation de la recherche elle-même, ce qui pose un ensemble de dilemmes, notamment la question de la souveraineté ou de la fermeture par rapport à l'ouverture, dans la mesure où la recherche scientifique en autarcie est impossible. Évidemment, pour mener une recherche de qualité, il faut pour ça publier dans des revues à comité de lecture qui sont disponibles par des abonnements, mais qui sont accessibles à tous, et aussi par la reproduction d'expériences et d'expérimentations pour valider des concepts qui ensuite vont mener à des technologies de rupture. Par ailleurs, la coopération de recherche sont nécessaires parfois pour pouvoir avoir, notamment dans des pays de petite taille ou de moyenne taille, des équipes de recherche de taille suffisante pour pouvoir ensuite, à partir de ces équipes de recherche, créer des spin-offs, des start-up, les pépites, qui demain vont peut-être mener des joint ventures et ensuite atteindre des tailles critiques et devenir les acteurs à l'international. Alors avec qui coopérer si on veut développer les technologies émergentes de demain et donc assurer au long terme la souveraineté technologique de l'Europe? Et faut-il sécuriser la recherche et jusqu'où? En Europe, le rôle de la recherche publique est très fort dans les technologies émergentes. Je parlais du quantique. Les talents qu'on voit émerger et les technologies de rupture qui sont développées en Europe dans le quantique émergent à partir d'organismes publics, par exemple en France le CEA ou l'Université Paris-Saclay. Je mentionnerai des jeunes pousses comme Alice Bob et Pascal qui sont vraiment au niveau le plus élevé de la recherche et technologie au niveau mondial aujourd'hui. Au sein de l'Union européenne, la question ne se pose pas. On coopère dans la recherche quand bien même on serait concurrent économique, mais au-delà de l'Europe, évidemment, la question se pose d'une autre manière. Les États-Unis, ça a été un peu évoqué par Louis, sont dans une ambiguïté de positionnement puisqu'ils veulent à la fois conserver leur domination technologique mondiale, notamment dans le cadre de la rivalité avec la Chine, tout en étant dans une approche partenariale. Ce qui crée une certaine ambiguïté et une difficulté à fonder des partenariats de recherche avec les États-Unis, notamment aussi du fait que la puissance de la recherche universitaire américaine et son attractivité créent des asymétries très significatives en termes de moyens. Et plus encore, les États-Unis ont tendance à attirer, y compris les talents européens. Par ailleurs, du côté américain,
Le capitalisme politique est évidemment libéral et très centré sur le secteur privé. Et le secteur privé lui-même, les GAFAM notamment, les entreprises initialement du numérique qui produisent des logiciels, sont de plus en plus investis dans des technologies émergentes, y compris des technologies matérielles, de hardware, y compris dans des domaines tels que le quantique, je le mentionnais tout à l'heure. Amazon, IBM, Google développent des ordinateurs quantiques aujourd'hui, tout comme ils développent aussi, évidemment, dans le cas d'Amazon notamment, des systèmes satellites, des câbles sous-marins, etc. Or, ces grandes entreprises privées ne sont pas dans l'obligation de publier leurs recherches. Donc on a des situations où Alice & Bob, spin-off de la recherche publique française, publie ses résultats et son concept d'ordinateur quantique. Et Amazon développe un concept d'ordinateur quantique sur la base de cette recherche publiée par cette start-up française. On a donc une asymétrie des acteurs et de leurs pratiques qui pose question. On a aussi des enjeux de propriété intellectuelle, puisque nombre de nos chercheurs utilisent des plateformes de cloud, y compris notamment Amazon Web Services, où on a des enjeux de propriété intellectuelle, ou en tout cas de protection de la recherche qui est menée sur ces plateformes cloud américaines, en raison des conditions de vente, si vous voulez, ou d'utilisation de ces plateformes qui ne protègent pas complètement les utilisateurs. Côté chinois, on est sur un autre type d'enjeu, mais non des moindres, et notamment quand on voit peut-être un certain degré de naïveté dont a fait preuve l'Europe vis-à-vis de la Chine jusqu'à aujourd'hui. Une politique évidente gouvernementale du côté chinois d'exploitation de l'ouverture des milieux internationaux de la recherche, avec une faible transparence côté chinois, et les enjeux de la fusion civilo-militaire, c'est-à-dire le fait que les entreprises chinoises peuvent être réquisitionnées par le gouvernement et par la défense chinoise à fournir un ensemble de données. Je renvoie d'ailleurs à ce sujet-là au rapport du Sénat de 2021 sur le sujet des ingérences internationales dans la recherche en France et ailleurs. Alors, asymétrie dans ce cas-là de l'ouverture, conflit de valeurs et de pratiques. Il va falloir effectivement réviser le degré de coopération avec la Chine. Mais se pose aussi, je disais au tout début, l'Europe et un ensemble d'autres pays, des questions de ce qu'on appelle maintenant de plus en plus le middle ground, les middle powers, tous ces pays qui sont au milieu et en dehors du trio Europe, États-Unis, Chine. Je laisse la Russie de côté puisqu'elle s'est elle-même coupée des réseaux internationaux, ou en tout cas devient de plus en plus dépendante de la Chine, s'étant coupée du monde occidental. Ces États, ces puissances moyennes, puissances du milieu, je vous renvoie à une étude de l'IFRI qui sortira la semaine prochaine sur leur politique numérique et technologique. Pour la plupart, ce sont des pays qui n'ont pas choisi un positionnement tranché vis-à-vis de l'Europe, de la Chine et des États-Unis. Ça rejoint ce qui a été dit précédemment sur la fluidité du système international actuellement. C'est des pays qui peuvent, pour certains, présenter une valeur ajoutée en termes de collaboration pour des technologies émergentes, mais qui en même temps peuvent aussi être des concurrents. Et je pense ici au Royaume-Uni, à l'Australie, à la Suisse, qui sont à la fois des pays ayant de très forts écosystèmes de recherche, mais qui sont aussi des concurrents économiques, ou alors des pays avec lesquels les relations politiques actuellement ne sont pas favorables. Et on a enfin des pays qui sont demandeurs, qui sont des pays peut-être un peu à un moindre degré de développement sur le plan de leur technologie, mais avec lesquels on peut avoir un intérêt en termes de soft power, ou aussi pour leur éviter de nouer des alliances avec d'autres, de développer des collaborations dans ces technologies. Pour conclure, on est donc effectivement sur des rapports peut-être un peu plus transactionnels et contractuels, comme ça a été dit, avec un ensemble de pays du middle ground, entre guillemets. Donc pour conclure, les technologies numériques émergentes sont des enjeux clés de sécurité, de compétitivité pour demain. Ils reposent pour une large part sur la recherche, et une réflexion doit être approfondie en France et en Europe sur l'articulation entre la volonté de souveraineté technologique d'une part et la volonté et la nécessité de partenariat. Est-ce qu'on peut parler d'alliance dans un contexte aussi fluide et aussi transactionnel? C'est une question qui se pose. La France et l'Europe peuvent être effectivement des puissances d'équilibre, mais elles doivent quand même être sélectives et faire des choix sur avec qui travailler et sécuriser leurs écosystèmes de recherche pour éviter d'être le ventre mou du système international dans les technologies émergentes de demain. Donc on est vraiment dans la nécessité d'une stratégie
française et européenne, si possible au niveau européen, qui va être au croisement de la recherche, de la politique étrangère, de la politique intérieure, de la politique de défense. Très difficile à articuler, évidemment, tous ces acteurs et tous ces intérêts, mais ça me semble un point nécessaire, une ambition nécessaire dans le contexte que je présentais précédemment. Merci de votre attention. Merci beaucoup Alice Pagné pour ce portrait effectivement très utile. Sébastien Jean, vous avez un défi qui est très compliqué parce qu'il s'agit d'introduire la notion de géoéconomie. Vous avez 10 minutes d'exercice sur ce point pour qu'on puisse effectivement avoir par la suite une séquence d'échange avec la salle. Donc, double défi pour vous, Sébastien. Merci Gilles, merci pour l'invitation. Je vais faire de mon mieux et puis j'essaierai d'entrer plus en détail dans un article que je vais commencer à préparer pour la revue. L'économie mondiale a connu beaucoup de chocs très déstabilisants au cours de ces dernières années, même sans remonter très loin, depuis la crise financière, la guerre commerciale de Trump, la crise du Covid, la guerre en Ukraine. On a vu au travers de beaucoup d'exemples comment les tensions géopolitiques, la dimension politique des relations économiques internationales étaient de plus en plus importantes et structurantes. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La dimension politique des relations économiques internationales a toujours été présente. Il y a une sorte d'inévitable imbrication qui est d'ailleurs ce qui a amené Edward Luttwak en 1990 à forger le néologisme de géoéconomie. Mais pour l'essentiel, jusqu'à récemment, cette influence politique restait contenue dans des règles, pour l'essentiel, je dis bien. Et je crois que c'est ça le changement fondamental que l'on constate aujourd'hui, dont probablement les sanctions contre la Russie sont l'exemple le plus illustratif, tout en étant loin d'être le seul. Pourquoi il est illustratif? Parce qu'il n'y a pas de précédent récent, en tout cas, de sanctions aussi fortes contre un pays aussi puissant. Et en ça, c'est un exemple qui montre combien aujourd'hui les tensions et les rivalités, voire les conflits politiques, structurent jusqu'au cœur des relations internationales, plus simplement la périphérie, plus dans le cadre de règles négociées, mais dans un cadre de rapports de force directs, et y compris avec des puissances de premier plan. Cela illustre, je crois, très puissamment le potentiel, et d'ailleurs les limites aussi, j'y reviendrai, des interdépendances économiques contemporaines comme levier de puissance. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si les deux leviers principaux de ces sanctions sont la finance et la haute technologie, qui renvoient d'ailleurs aux doctrines de l'entre-deux-guerres, de théorie des sanctions en Angleterre, avec la théorie, l'approche du trésor qui était il faut assécher les pays en devises, et l'approche de l'amirauté qui était il faut l'assécher en approvisionnement. Ben là, on a la finance pour les devises et la haute technologie pour les approvisionnements les plus sensibles, les plus stratégiques. Et pourquoi on retrouve ces deux dimensions? Parce que dans les deux cas, il s'agit de systèmes stratégiques et complexes qui ont tendance à se structurer en réseau, avec des réseaux qui produisent des asymétries extrêmement fortes qui peuvent être instrumentalisées. Il faut de la symétrie, il faut des singularités pour instrumentaliser la relation économique. Si elle est purement symétrique, on ne peut pas l'instrumentaliser au fond. Donc il faut choisir. Alors quel est le constat plus largement? Le constat aujourd'hui, et je brosse à grands traits en m'excusant d'être simpliste, mais c'est donc celui de l'une des grandes puissances de ce monde qui est quasiment coupée économiquement d'une bonne partie de l'économie mondiale, c'est celui d'une situation où les relations économiques entre la Chine et les États-Unis, selon beaucoup de critères, les deux premières puissances économiques mondiales, sont pour les deux tiers régies, les relations commerciales sont pour les deux tiers régies par des règles qui ne sont pas conformes à leurs engagements internationaux. Étant donné la guerre commerciale de Trump, dont les droits, enfin disons, les mesures restent en place. C'est une situation dans laquelle les aides publiques aux entreprises sont aujourd'hui absolument massives dans beaucoup de secteurs et là aussi clairement non conformes aux engagements qui avaient été pris dans le cadre des engagements multilatéraux. On peut penser à la Chine, dont une estimation récente, très probablement sous-estimée, montre que la politique industrielle mobilise plus de 1,7% du PIB. L'ordre de grandeur, en France, c'est un peu plus de 0,5%. En Allemagne, aux États-Unis, 0,4%. On peut penser évidemment aux lois récentes américaines, CHIPS Act, Infrastructure Act, et évidemment, plus récemment, Inflation Reduction Act, qui, y compris, inclut des dispositions discriminatoires dans les aides qu'il met
à la disposition des entreprises. L'Union européenne elle-même est plus timide, mais elle avance également dans cette dimension. Et il faut souligner que dans beaucoup de cas, au niveau mondial, on se retrouve avec des secteurs pour lesquels l'ordre de grandeur des subventions est massif. La situation, elle est aussi caractérisée aujourd'hui par une multiplication des mesures de coercition économique. Je n'ai pas besoin, je pense, de revenir sur l'inflation de l'utilisation par les États-Unis des sanctions économiques, en particulier depuis le 11 septembre 2001, et avec une sorte de crescendo progressif. Mais il faut aussi souligner que la Chine est loin d'être en reste. Avec le Japon, avec la Corée, avec la Mongolie, avec les Philippines, plus récemment l'Australie et la Lituanie, bien sûr. Et puis, la Chine, j'insiste aussi là-dessus, est en train de développer même les instruments juridiques, de prendre dans le livre américain certains des instruments juridiques qui sont des instruments essentiellement, je ne sais pas s'il faut les appeler, en tout cas de pression et souvent de coercition à l'étranger. Je pense en particulier au développement d'une loi sur les contrôles d'exportation ou d'une loi dite anti-sanction. Alors, pourquoi en est-on arrivé là ? Je pense qu'il y a deux phénomènes structurants. Le premier, et je pense que je n'ai pas tellement besoin de revenir dessus, c'est la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il me semble que la situation actuelle est sans précédent en termes d'une situation d'interdépendance économique très étroite sur fond de rivalité, voire même d'hostilité politique. Je ne crois pas qu'il y ait de précédent historique à cette situation. Et c'est quelque chose d'assez nouveau. Le deuxième phénomène structurant, je pense, c'est l'urgence climatique. Pourquoi est-ce qu'elle est structurante ? Parce qu'elle nécessite des ruptures. Donc, premièrement, ces ruptures, elles redistribuent les cartes. On en a une illustration spectaculaire aujourd'hui avec les chiffres du commerce extérieur de véhicules. Si vous regardez le commerce bilatéral de voitures entre l'Europe et la Chine, on est devenu déficitaire. Les importations européennes de véhicules électriques ont été multipliées par plus de 2,6 en un an. Elles sont aujourd'hui à un niveau supérieur au niveau structurel, en tout cas en novembre elles l'étaient, des exportations européennes vers la Chine. Donc on a une sorte de retournement, de redistribution des cartes qui est absolument massive et soudain. C'est extrêmement déstabilisant. Des redistributions, d'ailleurs, il faut le souligner, qui sont internationales, mais qui sont aussi internes. Les enjeux de redistribution de la main-d'œuvre, de la valeur, disons, des revenus, sont très importants et ils sont exacerbés par un troisième facteur que je n'ai pas voulu mettre sur le même plan, mais qui est évidemment structurant également, c'est la révolution numérique. Ces ruptures, disons, de l'urgence liée à l'urgence climatique, elles ont une autre caractéristique très importante, c'est qu'elles nécessitent l'intervention des États, à une échelle évidemment très vaste. Pourquoi ? Essentiellement, pour le dire très simplement, pour investir dans des situations d'incertitude radicale, dans une situation où, qui plus est, les technologies en jeu sont extrêmement capitalistiques, pour développer des techniques de rupture, pour créer des marchés. Dans un certain nombre de cas, l'État est souvent irremplaçable. Cette intervention de l'État, elle crée une sorte de conflit d'appropriation du bénéfice de l'intervention. Pourquoi ? Parce que on peut se dire qu'on limite le bénéfice de cette intervention aux nationaux parce que c'est une intervention de l'État. Mais ça, c'est difficilement compatible avec les engagements du système commercial multilatéral. Et puis, alors, on peut prendre une autre direction qui est de se dire qu'il faut ouvrir, comme rester dans cette concurrence ouverte. Mais là, c'est difficilement compatible, on le voit aujourd'hui, avec le soutien politique au fait d'aller de l'avant. Et au fond, l'IRA, c'est le moyen que les Américains ont trouvé, la coalition politique qu'ils ont trouvée pour enfin aller de l'avant, après des années d'immobilité qui en eux-mêmes étaient dramatiques. Donc, il y a une sorte de conflit entre des règles de coordination internationale multilatérale, disons, et les contraintes de politique interne qui se manifestent en résultat. Faut-il pour autant conclure de ce tableau finalement un peu noir que je dresse qu'il y a démondialisation ? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de démondialisation. Elle n'est pas dans les statistiques, il y a un plateau, il y a une stabilisation, il n'y a pas de tendance établie à la baisse. Elle n'est pas dans les institutions non plus. Le système commercial multilatéral n'a pas disparu. Simplement, les trous dans la raquette se forment et ils deviennent de plus en plus gros. On avait essayé de concevoir un parapluie pour se protéger du mauvais temps, des conflits, des tensions. Aujourd'hui, c'est une ombrelle. Ça protège quand il fait beau, mais ça ne protège plus quand il y a une forte tension politique.
mais ça reste présent, ça continue à organiser l'essentiel du volume des échanges internationaux. Donc il ne faut pas se laisser aller à penser que ça a disparu du jour au lendemain, ça n'est pas vrai. Pourquoi en est-on arrivé dans cette, est-on dans cette situation, disons, contrastée du point de vue des relations économiques internationales? Parce que l'ouverture économique est ambivalente. Le découplage, la sanction, la restriction aux exportations n'est efficace que si on arrive à infliger un coup à son adversaire suffisamment supérieur à celui qu'on s'inflige à soi-même. Et c'est loin d'être une évidence. Pardon. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a des coûts importants aussi pour l'émetteur des sanctions. Il s'affaiblit en se privant de débouchés, en se privant d'approvisionnement parfois, en limitant son efficacité. Il peut favoriser des concurrents également. Hein. Et on voit dans des secteurs comme les semi-conducteurs que ce sont des secteurs qui sont presque, j'allais dire maintenant, nativement internationaux. Il y a une telle division, la division du travail y est si poussée que personne ne peut prétendre, même quand il déverse des milliards de dollars, et Alice Panier vient de le décrire dans le cas de la Chine, même personne ne peut prétendre maîtriser complètement, en tout cas efficacement, la filière. Donc, on est dans une situation où des sanctions, d'une part, induisent leur adaptation, leur défense immunitaire. La Russie est aujourd'hui un laboratoire que tout le monde observe avec beaucoup d'attention pour voir la réponse. C'est également des outils qui suscitent des sortes de vaccins par anticipation. Hein. Les Russes avaient essayé de le faire, justement, de se préparer à l'avance à résister aux tensions. Mais le constat, c'est aussi que le découplage, il est difficile. Il est lent et il est extrêmement coûteux. Vous avez vu sans doute, comme moi, tous les analyses autour des difficultés d'Apple à effectivement découpler. Donc, on a une arme à double tranchant qu'il faut utiliser avec parcimonie. Au fond, quand on dresse un mur dans des relations internationales, de quel côté est-on? Ce n'est pas facile de le savoir si on est en train d'enfermer le voisin ou de s'enfermer soi-même. La stratégie, d'ailleurs, mise en avant par Jake Sullivan, le conseiller de la sécurité nationale des États-Unis, montre bien cette volonté de cibler ce qu'il appelle les force multipliers, c'est-à-dire quelques secteurs précis, quelques technologies très avancées, hein, small yard, un petit précaré, mais high fence, pour celle-là, on va être très agressif. Je conclus parce que je suis trop long. En somme, quelle est la situation, en tout cas telle que je la lis, sur cette recomposition des relations économiques au niveau mondial? C'est celle d'une obsession sécuritaire dans un contexte d'interdépendance persistante et qui persistera, j'en suis convaincu, et d'une urgence climatique de plus en plus pressante. La conséquence, c'est que les États sont devenus plus interventionnistes et que l'ordre multilatéral existe, mais il est devenu contingent. Cette situation, elle comporte des risques, évidemment, qui sont des risques de chaos dans les relations internationales et de conflits. On peut dire que la situation est tendue, mais elle peut évidemment se dégrader beaucoup à beaucoup d'égards. Mais aussi, et c'est important, je crois, un risque d'inaction climatique du fait de ces problèmes de coordination. Voilà. Et je conclus quand même en disant que tout ça n'est pas une fatalité et que je pense que l'Europe a un rôle à jouer pour éviter justement que ces risques se matérialisent. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien Jean pour cette intervention très, très riche et très dense et merci encore une fois à tous les quatre pour vos interventions. Ces rencontres sont donc un lieu d'ouverture et d'échange. Donc nous sommes ravis d'ouvrir ce moment pour des questions. J'attire votre attention seulement sur une chose, c'est qu'il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Donc pour que tout le monde puisse avoir, enfin le plus de personnes possible puissent avoir l'occasion de poser des questions et que les intervenants puissent avoir le temps de répondre, je vous demande d'être le plus bref possible, concis possible dans la formulation de vos questions. Voilà. Nous avons une question là-bas. Monsieur. Oui, monsieur, allez-y. Oui, bonjour, David Kahn, Fédéral Europe. Merci pour vos informations précises et intéressantes. Vous avez très bien montré l'efficacité du capitalisme politique, qui est en fait un capitalisme d'État. Et vous avez aussi très bien montré le recul global de l'Europe sur toutes ces questions, notamment la voiture électrique, on pourrait évoquer d'autres secteurs. C'est vrai qu'en matière de recherche fondamentale, on n'est pas mauvais, mais après, on n'a pas les champions derrière. Et quand on évoque le capitalisme d'État, ça veut dire qu'il faut un État.
Or, à ma connaissance, en Europe, on n'a pas d'État. On a une coopération entre 27 États qui est plus ou moins bien organisée par la Commission européenne. Est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question sur l'efficacité de nos outils politiques avant de chercher à résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre depuis des dizaines d'années? Et dans ce contexte, est-ce qu'il ne faudrait pas porter notre attention sur la proposition qu'a faite le gouvernement allemand de créer une fédération franco-allemande ou une fédération à quelques pays à l'intérieur de l'Union européenne qui aura les moyens de fonctionner comme un État et donc d'avoir l'efficacité pour mener un capitalisme d'État, un capitalisme politique. Merci. Merci beaucoup. On va grouper des questions. Oui, monsieur. Allez-y. Merci beaucoup pour la conférence. Moi, j'avais une question sur le rôle de l'Europe, particulièrement dans le domaine des semi-conducteurs. Donc, on a quand même cette entreprise aux Pays-Bas, ASML, qui fabrique les machines qui permettent de graver sur les puces pour pouvoir les vendre. Et récemment, les États-Unis ont mis une grosse pression pour que l'ASML arrête d'exporter en Chine. Ils ont déjà commencé à arrêter d'exporter les machines les plus performantes, mais il faudrait idéalement qu'on arrête toutes les exportations. À quoi ça conduirait déjà en termes de relations Europe-Chine d'arrêter toutes les exportations, mais aussi au niveau de nos importations en Chine de puces électroniques. Voilà, merci. Merci. Oui, monsieur. Bonjour à tous, merci pour vos interventions respectives. J'avais une question à poser. Vous venez de décrire, de dépeindre du coup cette nouvelle géoéconomie mondiale dans laquelle la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine tenait une place prépondérante. Et je voulais savoir quelle était la place et peut-être le rôle dans cette nouvelle géoéconomie de pays qui n'ont que trop brièvement peut-être été évoqués, à savoir le Japon, l'Inde et Israël. S'il fallait, pour des besoins de concision, ne garder qu'un de ces trois pays, peut-être parlez-nous de l'Inde, qui est un immense pays et qui a priori est un potentiel technologique assez considérable. Voilà, merci. Merci. Peut-être on peut commencer une série de réponses. Oui. Je fais un premier. Je vais peut-être répondre un peu en diagonale à l'ensemble des questions sur la dimension fédérale. Alors bon, après, le fédéralisme européen, c'est une question politique, c'est un débat politique dans lequel je ne vais pas rentrer, mais c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que sur les technologies émergentes, on est typiquement sur un domaine qui est au croisement de différents domaines politiques dont certaines compétences se situent au niveau de Bruxelles, d'autres se situent au niveau des États. La politique de la recherche, bon, évidemment, on a des programmes européens, Horizon Europe, donc beaucoup de réflexions sur avec qui coopérer, qui exclure de nos programmes les plus stratégiques. Ça, c'est une réflexion qui se fait de facto au niveau européen. Alors après, il y a des débats entre les Français, les Allemands, les comités de recherche, Thierry Breton. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur, justement, souverain, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il faut coopérer, est-ce qu'il faut faire de la recherche uniquement avec les pays de l'UE, ou est-ce qu'on peut inclure dedans le Royaume-Uni, la Suisse ou Israël, qui sont des pays avec lesquels l'Union européenne coopère par ailleurs? Est-ce qu'il faut préserver certains domaines technologiques vraiment au niveau UE? Mais alors après, dans la mesure où c'est aussi des technologies qui sont potentiellement duales, les technologies duales, c'est-à-dire avec des implications civiles et militaires. Dans ce cas-là, ça retombe au niveau des États, tout ce qui est politique de sécurité nationale. Donc c'est vrai que ça crée des difficultés à développer une stratégie qui soit cohérente. Et pour ce qui est de la politique étrangère, on a une politique étrangère européenne et après on a 27 politiques étrangères nationales. Et typiquement, je parlais de ventre mou, je pense que dans les technologies émergentes, dans les relations avec la Chine, par exemple, on voit bien qu'aussi certains pays européens sont beaucoup plus ouverts à continuer à coopérer, d'autres sont plus préoccupés. Donc c'est vrai que c'est des questions qui se posent je pense qu'une fédération européenne, on peut en débattre du bien fondé. Je pense que ce serait peut-être compliqué à très court terme, mais disons qu'il faut en tout cas de toute façon utiliser les outils qu'on peut déjà avoir à disposition avec l'architecture politique européenne telle qu'elle existe aujourd'hui à fond. Et après, les débats politiques, c'est autre chose. Sur ASML, je pense qu'effectivement, au niveau européen, une difficulté quand même, c'est qu'on n'est pas du tout
capable politiquement d'être aussi ferme envers la Chine que les États-Unis, ce qui est une bonne chose dans un nombre de domaines, au sens où les États-Unis agissent de manière unilatérale et de manière à bien des égards excessive, puisqu'en fait ils ont aussi en tête avant tout leur intérêt de sécurité nationale. Voilà, ça peut mener à certains excès, mais à l'inverse, politiquement, l'Europe a choisi de ne pas trop ouvertement discriminer, de ne pas trop ouvertement se positionner dans une confrontation. Pour des raisons principalement d'intérêt économique, prise en compte de ces intérêts économiques, et aussi pour des raisons stratégiques, de choix de... Disons que ce n'est pas que les intérêts stratégiques européens et américains sont différents en soi, mais parce que l'approche n'est pas aussi confrontationnelle, parce qu'on ne pense pas forcément que ce soit le plus judicieux sur le long terme, parce que une tension sino-américaine qui irait jusqu'à un affrontement militaire ne semble pas nous être dans notre intérêt. Mais du coup, c'est vrai que ça amène à des positionnements parfois un peu entre deux, ou, c'est ce que je disais aussi à l'instant sur les divergences au sein de l'Europe, à certains pays qui vont prendre des positions différentes d'autres, mais je laisserai peut-être Louis compléter sur peut-être l'aspect semi-conducteur plus précisément. Quant à l'Inde, juste moi, mon propos là-dessus serait qu'effectivement, tous les regards se tournent vers l'Inde aujourd'hui. L'Inde aussi elle-même cherche à développer sa propre souveraineté technologique, donc c'est assez intéressant. C'est un des peu de pays qui décident d'utiliser ce même vocable, notamment en développant une industrie de semi-conducteurs qui pourrait être une alternative à la Chine. Et elle cherche à se positionner de manière plus centrale dans tout cet écosystème économique. Voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire sur l'Inde. En tout cas, je vous renvoie aussi à l'étude qu'on sort au niveau de l'IFRI la semaine prochaine, parce que ça traite d'Israël, du Japon, de l'Inde et aussi de 6 autres pays. Merci. Je vais peut-être réagir d'un mot sur deux aspects. Le premier, c'est celui des pays tiers. Effectivement, j'ai dû raccourcir parce que j'étais trop bavard et ça m'a empêché d'en parler. Mais je crois ce qui est très frappant quand on réfléchit à cette utilisation coercitive, disons, des interactions, des interdépendances économiques comme levier de puissance, c'est l'importance des coalitions. C'est très net sur les sanctions, par exemple. Pour qu'une sanction soit efficace, pour qu'elle fasse effectivement plus de mal à l'adversaire qu'à soi-même, il faut arriver à constituer une coalition. Suzanne Strange distinguait le pouvoir, la puissance structurelle, faire bouger les choses, et la puissance relationnelle. Arriver à embarquer, à influencer des alliés pour aller dans le sens que l'on souhaite. Eh bien, il y a 30 ans, elle faisait le constat que la puissance structurelle était l'élément important. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, au contraire, étant donné cette intrication internationale des relations économiques, des économies, au fond, la puissance relationnelle est devenue extrêmement importante. Et donc, évidemment, on a des pays qui sont clés dans ce domaine. Quand on pense aux technologies, on pense notamment au Japon ou à la Corée. On voit d'ailleurs tous les efforts des États-Unis pour développer une alliance sur les semi-conducteurs, un partenariat indo-pacifique, économique indo-pacifique, et une alliance pour la prospérité en Amérique, etc. Tous accords qu'ils ont un peu du mal auxquels ils ont un peu du mal à donner suffisamment bien, de façon suffisamment cohérente, à donner corps. Mais enfin, on voit bien les tentatives. On voit les tentatives de la Chine aussi, de constituer une sorte de partenariat anti-occidental, de se créer au moins des appuis vis-à-vis au moyen de ces politiques telles que les routes de la soie et beaucoup d'autres. Donc c'est quelque chose de crucial, et l'Inde effectivement est un pays très particulier dans ce domaine, étant donné sa démographie, étant donné également son positionnement et son géographique et stratégique. Et donc, je crois qu'il y a là un rôle pivot de l'Inde, même si on voit bien, notamment dans les difficultés de relocalisation des entreprises américaines, que l'Inde aujourd'hui, c'est loin d'être la Chine en termes de puissance économique et technologique. Hein, donc, c'est peut-être l'avenir. Enfin, aujourd'hui, ça reste quand même une puissance de second rang par rapport aux plus grands. Le deuxième aspect, c'est votre question sur l'Union européenne. Alors moi, je me sens pas qualifié pour parler
des aspects politiques purement de projets de plus grande intégration. Ce qui me paraît clair, c'est que effectivement, ce retour des rapports de puissance ne met pas l'Europe sur le terrain sur lequel elle est plus à l'aise, parce que de façon historique, structurelle, elle a été conçue précisément pour diluer, pour domestiquer les rapports de puissance. Donc, effectivement, c'est assez difficile pour l'Union européenne disons, de trouver le bon positionnement dans ce contexte. Et finalement, c'est ce qui explique aussi que ces tensions que je décrivais entre les contradictions ou les conflits internes et les conflits externes, ils s'expriment différemment en Europe de ce qu'on voit ailleurs. Quand on me demande, par exemple, si les Européens doivent faire comme les Américains sur l'IRA, je ne pense pas, parce que les Américains, c'est la façon dont qu'ils ont trouvé de mettre autour de la table, autour d'une loi, finalement, les industrialistes, les verts, et puis les gens qui se préoccupaient plus d'emploi ou de social. Mais nous, en Europe, si on fait la même chose, on a un jeu à 3 étages, pour reprendre un peu les dichotomies, notamment de Robert Putnam, mais on doit mettre d'accord au niveau européen, mais aussi les différents groupes d'intérêt au niveau national, mais aussi les États membres entre eux. Et on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'États membres qui n'accepteront jamais d'aller dans cette direction. Donc il faut trouver des compromis, enfin disons, il faut tenir compte de cette spécificité européenne. Je crois c'est crucial, et on voit bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, y compris pour ce plan industriel, pour le Green Deal, les enjeux les plus difficiles à résoudre sont dans la façon d'articuler une volonté d'ambition au niveau communautaire, mais aussi des divergences sur la façon de les mettre en œuvre. Sur la question fédérale, la réponse que j'aurais, c'est j'y vois pas aujourd'hui les préconditions politiques, mais je veux souligner le rôle du grand continent pour bâtir un débat stratégique au niveau européen. Pas forcément pour aller vers une Europe fédérale, mais il y a quand même, je pense que le grand continent a peut-être eu un rôle, mais il y a d'autres choses. On a vu quand même un plan de relance européen avec des emprunts communs. Il y a 10 ans, c'était inenvisageable. C'était impossible. Et on nous a dit et redit que c'était impossible. Ce n'est pas le cas. Donc, moi, j'ai par exemple beaucoup aimé la lecture de Luc Van Middelaar et du passage à l'Europe. Et en coopérant de plus en plus proches, tout en gardant leur souveraineté. Et en fait, dans une Europe qui décrit, lui, comme quand même assez interétatique, on voit qu'on peut faire de plus en plus de choses et éventuellement avoir de nouveaux emprunts, on en a parlé, en réponse à l'IRA. Je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est en discussion. Sur l'Inde, aujourd'hui, il y a peut-être un intérêt pour coopérer avec l'Europe, mais l'Inde, c'est quand même un champ de bataille de la confrontation technologique entre les États-Unis et la Chine. Il y a eu quelques faits intéressants. Il y a eu un très fort investissement à la fois des entreprises technologiques chinoises comme Tencent et Alibaba en Chine, et aussi des VC, des financeurs, des venture capital qui ont pris énormément de participation dans la scène technologique indienne. Il y a eu une forme de coup d'arrêt après les conflits à la frontière en Himalaya, avec notamment un ban de toutes les applications chinoises. Et il y a aussi les États-Unis, et notamment les grands acteurs des technologies, qui avancent leurs pions. Le principal point peut-être à retenir, c'est ce qui est présenté comme le futur GAFAM chinois, qui est JIO, une entreprise au départ des télécommunications, qui a fortement développé la 4G en Inde et qui possède un certain nombre de plateformes. C'était il y a 1 ou 2 ans. Et il y a eu, à quelques semaines ou mois d'intervalle, vraiment très proche, une prise de participation de Google, une prise de participation de Facebook sur des montants de plusieurs... Je pense que c'était 5 et 10 milliards ou 2 fois 10 milliards, mais des sommes très importantes, soit je pense une dizaine de % de JO chacun. Donc, 2 pays qui avancent leurs pions sur la scène technologique indienne beaucoup plus que l'Europe. Gilles Kepel, peut-être non. Nous avons encore une dizaine de minutes avant d'entendre les conclusions des présidents
des présidents du Sénat et du président Cambon. Donc, nous avons encore le temps pour prendre quelques questions. Je ne sais pas s'il y a des réactions dans la salle. Oui, moi, j'ai une question. C'est et la guerre, la guerre dans tout ça. Parce que là, on parle de la guerre en Ukraine, tout ça. Mais est-ce que dans les hypothèses sur lesquelles vous travaillez, vous considérez que la potentialité de voir, comme on le voit aujourd'hui, s'étendre le recours à la guerre devient très crédible dans les scénarios que vous évoquez? Et si c'est le cas, parce qu'évidemment, à des échelles plus importantes que celles qu'on connaît aujourd'hui, ça deviendrait quand même très effrayant. Est-ce qu'il y a dans des stratégies à développer qui pourraient déminer ces possibilités? Merci. Il y avait une question aussi au fond de... Oui, bonjour. Merci beaucoup de vos interventions très intéressantes et très complémentaires et utiles. Pour ma part, j'ai une question sur les technologies vertes en tant que technologie du futur et on pourrait dire peut-être dans certaines mesures en tant que technologie émergente. Alors, il s'agit d'un sujet très important dans les relations de compétition, de concurrence sino-américaine. Et j'aimerais bien entendre vos réflexions, si vous en avez, sur des enjeux géoéconomiques de ces technologies. Des aspects sécuritaires, s'agit-il des technologies qui peuvent être sécurisées dans les relations notamment sino-américaines ou au-delà, qui peuvent être arsenalisées, oui, non, et surtout la place de la France et de l'Europe sur ce sujet, à la fois dans la compétition sino-américaine, dans les technologies vertes, voilà, et peut-être partenariat, alliance que la France, l'Europe devraient mener, peut-être éventuellement avec les États-Unis ou la Chine dans ce domaine. Merci. Merci. Peut-être une dernière question. Allez-y. Bonjour. Une question que je me posais, c'est s'agissant des technologies critiques, est-ce que vous pensez qu'il faut une autosuffisance ou une autonomie stratégique au sein de l'Union européenne, ou est-ce que pour certaines technologies particulièrement sensibles, il faudrait garder un échelon national d'autosuffisance? Il y a des partenariats qui sont très nombreux, intra-UE, par exemple dans le domaine de la défense. Est-ce que vous identifiez certains secteurs, domaines ou technologies où il faudrait garder une autosuffisance nationale? Merci. Merci beaucoup. Donc, nous avons une dizaine de minutes pour répondre à 3 questions tout à fait simples. Peut-être on peut commencer par vous, Sébastien Jean, et conclure avec Gilles Kepel. Merci pour ces questions particulièrement ambitieuses. Bon, je vais... Je n'ai pas de boule de cristal pour connaître les risques ou probabilités de guerre. Je pense que clairement, l'illusion sur laquelle les relations commerciales suffiraient à l'éviter, en tout cas, si elle n'a jamais été présente, est évanouie. Mais je crois qu'il n'en reste pas moins que, justement, pour se préoccuper, pour essayer de limiter les risques de guerre, il faut essayer de garder une coordination autour de biens communs. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, dans la situation de tension qu'on a décrite, il me semble que l'un des enjeux importants, c'est d'essayer d'accepter ces tensions parce qu'elles sont inévitables. On aimerait bien qu'elles disparaissent, mais elles sont inévitables. Les tensions, on a décrit, je ne vais pas perdre du temps à les redécrire. Mais essayer de les délimiter, de délimiter leur champ et de dire très bien à ce moment, ici, pour des raisons de sécurité nationale, parce qu'il y a urgence à réagir sur le climat, par exemple, on va déroger aux règles de coordination, mais on continue à appliquer ces règles sur le reste. Et ça, je pense que c'est important pour essayer de garder un esprit de coopération, de conserver ce qui peut l'être, disons, dans la coordination internationale. C'est peut-être peu ambitieux, un exercice de limitation des dommages plutôt que de partir à la conquête de grands accords nouveaux, mais je pense que c'est plus à notre portée, disons. Sur l'arsenalisation des technologies vertes, évidemment, c'est aujourd'hui un des champs d'affrontement majeurs de la puissance et de la souveraineté, parce que les technologies vertes, c'est la possibilité, ce sont les leviers d'action de demain, et d'aujourd'hui d'ailleurs déjà. Alors, ce qui pose problème, je crois, c'est le fait qu'il y a des interventions massives des États, mais elles sont nécessaires. Et donc, on ne peut pas essayer de régler ces problèmes, ces risques d'arsenalisation au prix de l'immobilisation des efforts nationaux. Donc, il faut arriver à trouver la façon de les gérer. Et c'est pour ça que je pense qu'au fond, les subventions
existantes pour une bonne partie, et surtout si on arrive à engommer les aspérités les plus criantes, elles ne doivent pas forcément être considéré comme un problème. De la recherche ailleurs, ça permet de faire protéger les technologies, ça c'est une chose. En revanche, je ne pense pas qu'on soit obligé d'accepter d'être inondé de véhicules électriques chinois lourdement subventionnés. D'après une étude américaine, par exemple, les subventions chinoises à la filière entre 2009 et 2017, je crois, elles étaient d'un montant équivalent à peu près au tiers du total des ventes. Donc, c'est quand même pas exactement un secteur dans lequel on peut parler d'une concurrence selon les lois du marché. Et puis, sur la souveraineté, je crois que comme d'autres, pour moi, elle se définit essentiellement au niveau européen, mais comme dans d'autres domaines, la négociation et la coordination entre États est un élément clé de la bonne définition, de la bonne réponse aux questions qui se posent. Merci. Alice Pagné. Oui, merci. Pour compléter ce que disait très bien Sébastien, juste sur un point sur la sécurisation des technologies vertes. Bon, je suis pas spécialisée des technologies vertes, mais déjà un premier élément d'indication d'une sécurisation, c'est quand une technologie est placée sur la liste des technologies critiques qui sont donc protégées selon la loi française, au moins en termes de montant des investissements étrangers, des seuils d'investissement étrangers qui sont tolérés avant qu'il y ait un screening de la part de l'État et une capacité du coup de l'État à s'opposer à certains investissements. Donc je pense que c'est déjà un niveau d'indication. Si on compare la liste 2019 versus fin 2021 en termes de technologies critiques en France, on voit qu'entre 2019 et 2021, les biotechnologies et les technologies utiles au stockage de l'énergie ont été ajoutées à la liste des technologies critiques en France. Et un mouvement similaire s'opère aux États-Unis et en Chine. Un point sur les technologies émergentes niveau français ou européen, c'est une très bonne question, c'est une excellente question, c'est une question qui est difficile. Dans le domaine quantique, qui est celui que j'ai étudié le plus, en fait, on va avoir forcément une articulation des deux, c'est-à-dire que au stade actuellement du développement de la recherche, encore une fois, c'est une recherche qui se déroule au niveau universitaire. Donc même si on sait que c'est des technologies qui vont avoir un tas d'impacts qui sont duales par leur nature, les États, notamment là, actuellement la France avec les Pays-Bas et l'Allemagne, encouragent la création d'équipes internationales, de joint ventures dans le quantique, avec à la fin l'idée quand même qu'il faut qu'il y ait une réflexion au niveau de l'UE dans sa totalité sur la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'au moins au niveau de l'UE, on a la maîtrise pour les futurs ordinateurs quantiques de tout ce qui va constituer les machines, des logiciels aussi, des équipes de recherche, des ingénieurs, etc. Après, c'est parce que là, on est au niveau du développement des technologies. Une fois que ces technologies seront développées, il y a un fort impact du premier entrant. Donc effectivement, il y a un intérêt aussi un peu national, mais aussi européen d'avoir ces technologies en premier. Mais après, là où l'articulation va se faire de manière assez aisée entre ce qui va être au niveau national et ce qui va être européen, c'est une fois que les machines sont déployées, dans l'utilisation qui va en être faite. Il va y avoir des systèmes très avancés, peut-être les plus puissants, qui vont être utilisés peut-être par le ministère des Armées à des fins diverses. Mais d'autres machines vont pouvoir être accessibles à des chercheurs. Enfin, si on prend la comparaison avec les supercalculateurs actuellement, vous avez les supercalculateurs du CEA, uniquement à des fins de la dissuasion nucléaire, et vous avez des supercalculateurs européens qui sont accessibles aux équipes de recherche au niveau transnational pour mener des recherches scientifiques à des fins non militaires. Après, je pense que l'articulation se fait en fonction de la fonction de la technologie. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, les technologies émergentes, parce que vous êtes vraiment à la jonction de ce qui est encore du domaine de la recherche académique et ce qui est de l'ordre de la technologie stratégique. Donc, l'articulation à ce stade n'est pas encore tout à fait évidente. Merci beaucoup. Louis de Cateux. Je ne sais que rajouter après ces exposés très brillants qui me paraissent bien répondre aux questions. Peut-être un tout petit point sur les technologies vertes. Quand on parle de l'arsenalisation de ces technologies, le point dont je parlais de mise en place de futures licences export par la Chine, c'est quand même le fait d'utiliser qu'aujourd'hui 95%,
c'est au moins supérieur à 90% des panneaux photovoltaïques sont produits en Chine. C'est à la fois donc la maîtrise de la production, mais aussi des technologies qui permettent de faire des panneaux voltaïques avec des coûts de revient qui ont chuté au cours de la dernière décennie, qui ont été divisés, je ne sais plus si c'est par 10 ou par 100. Donc là-dessus, et conscient de l'importance de la transition écologique, à la fois en Europe et maintenant, semble-t-il, même aux États-Unis, que la Chine commence à réfléchir à les arsenaliser. Merci. Gilles Kepel. Oui, en deux mots, pour prolonger la dernière des questions, je ne peux que citer Héraclite ici, c'est-à-dire polemos panton pater esti, guerre de toutes choses, père est. Guerre est masculin en grec ancien, comme vous le savez. Et à l'époque antédiluvienne, c'est-à-dire à l'époque de la guerre froide, c'était déjà de la guerre, on avait le sentiment que l'affrontement était principalement politique et que c'était ce qui mouvait le monde, justement. Cette guerre, fût-elle froide, était père de toutes choses. Aujourd'hui, au fond, rien n'a changé. La guerre est toujours père de toutes choses, ou mère. Simplement, elle se décline selon de nouveaux aspects. Même s'il y avait une rivalité technologique, le Spoutnik, la hantise aux États-Unis que la Russie allait, enfin l'URSS allait prendre une sorte de précédence technologique a, vous avez déclenché des programmes américains énormes, que ce soit la conquête de l'espace et que ce soit bien sûr la guerre des missiles, qui était ce dont on parlait à peu près exclusivement quand j'étais étudiant, a été finalement d'ores et déjà un élément clé de la suprématie, c'est-à-dire l'investissement dans la technologie à dimension militaire. Alors aujourd'hui, elle s'est déployée partout. Et vous avez parlé de semi-conducteurs, vous avez parlé de voitures électriques, vous avez parlé d'autres choses, avec des acteurs qui ne sont plus simplement deux pôles, mais qui sont multipolaires, parmi lesquels les différents clients et fournisseurs font leur choix. Je retiens aussi d'un certain nombre de débats entendus, de remarques faites à ce rostrum, que le nombre de producteurs s'est considérablement accru et qu'on n'est plus simplement dans des affrontements qui étaient les affrontements Est-Ouest, mais une multiplicité de producteurs. Et les questions qui ont été posées précisément sur la cohérence et la cohésion de l'Europe comme facteur de production sont bien sûr d'une très grande actualité. Je ne sais pas si vous avez vu le grand reportage du Spiegel paru ces derniers jours sur un numéro, je crois, sur la déréliction totale de l'armée allemande, par exemple, qui pose des problèmes absolument gigantesques et énormes à la notion même, non seulement de défense européenne, mais de cohésion de l'Europe en termes de technologie, de recherche et développement dans ce champ. Donc, je voudrais à mon tour remercier les équipes du Grand Continent pour avoir permis d'avancer considérablement dans un débat qui, je crois, peut informer l'ensemble des acteurs politiques. Remercier le président et les présidents du Sénat et de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense qui vont maintenant conclure. Je voulais dire un mot aussi, il est apparu et puis il a disparu, mais pour remercier celui avec lequel nous avons réfléchi pour la première fois à ce genre de collaboration, qui est le sénateur Jean-Baptiste Blanc, mais qui est apparu et puis qui est allé faire des choses qui doivent sans doute pas plus importantes que les nôtres, mais plus urgentes pour son travail de sénateur. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous en mon nom de contributeur occasionnel de vieux frères plutôt du Grand Continent. Et maintenant, je crois que la parole est, messieurs
les présidents. À vous. Merci, Madame, Messieurs, merci, chers amis. Évidemment, je vais être très modeste dans les conclusions que nous devons tirer des communications tout à fait passionnantes. Ce que je voudrais dire déjà, c'est combien les propos qui ont été tenus ici et un tel colloque nous est utile dans nos propres réflexions, nous qui sommes amenés à participer à la définition des politiques étrangères de notre pays, politiques étrangères et de défense. Moi, ce que je veux retenir, c'est déjà rappeler ce que Gilles Kepel a dit au tout début et que nous avons eu l'occasion de constater dans un certain nombre de nos missions, c'est l'éclatement des alliances traditionnelles, les nouvelles alliances. On mesure par exemple assez peu les conséquences des accords d'Abraham. Un déplacement que la Commission a fait en Israël et en Palestine a montré combien la vision d'Israël, qui est quand même un acteur important dans la région, se trouve modifiée par rapport au monde arabe auquel il s'est confronté pendant tant d'années. Ces recompositions d'alliances qui interviennent, je pense qu'elles vont avoir, comme cela a été dit à plusieurs reprises, beaucoup d'importance dans la mesure où, vous l'avez dit, les industries maintenant font de la sécurité un élément essentiel, y compris de la souveraineté nationale. L'irruption de l'urgence climatique pour laquelle, effectivement, il va falloir certainement une prise de conscience peut-être plus forte par rapport à certains grands pays, dont la Chine, qui font certes des efforts dans un certain nombre de domaines, mais peut-être pas suffisamment. La révolution numérique, les technologies vertes, j'ai noté effectivement ces éléments tout à fait nouveaux qui viennent bouleverser un petit peu nos grilles de réflexion. Ces nouvelles règles qui vont influer sur l'économie, les grandes puissances qui se confrontent, vous l'avez dit, les grandes puissances qui se confrontent en dehors de leurs engagements internationaux, ça me semble tout à fait essentiel. Moi, j'ai vu, en accompagnant le président de la République à Washington, la manière dont le Congrès tentait de résister à la modification de l'AIRA. Ils ne comprenaient absolument pas pourquoi on leur demandait, or c'était un des buts du voyage du président de la République et l'utilisation massive des subventions qui faussent évidemment toutes les règles du commerce international. Moi, je voudrais simplement, pour terminer, laisser la parole ultime au président, souligner les dépendances dont l'Europe doit sortir, que ce soit la dépendance énergétique, enfin, on l'a vu notamment avec le cas allemand, dépendance en matière de santé. Vous vous souvenez de ce constat, pas un cachet de Doliprane ne se fabrique plus en Europe, c'est quand même une interpellation pour nous tous et ça a des conséquences sur la recherche et dans le domaine de la santé, puisque la santé devient un élément stratégique. On a vu qu'un Covid est capable de... c'est quasiment une guerre mondiale, quoi. Enfin, on a vu ça pendant des années et le facteur de déstabilisation que ça a entraîné. La dépendance de l'industrie, ça a été évoqué avec cette statistique concernant les voitures chinoises qui deviennent plus nombreuses que les voitures que l'Europe tout entière exportait vers la Chine. Les semi-conducteurs, bien sûr. Puis moi, je voudrais terminer sur un sujet que nous suivons, tout ce qui concerne les dépendances en matière de défense, puisque c'est aussi un élément très important, qu'il s'agisse notamment des liens que nombre de pays européens qui se sont à la faveur du conflit ukrainien, qui finalement aura rendu beaucoup de services à l'Europe. Aura certainement solidifié un certain nombre d'alliances, mais je pense qu'il faudra certainement qu'on aille beaucoup plus loin pour retrouver une forme d'indépendance qui permette à l'Europe d'exister, faute de quoi nous serons un gigantesque marché dans lequel et États-Unis et Chine se serviront pour étancher leur production. Et donc je crois que ces réflexions-là sont très utiles et je me félicite qu'elles aient lieu dans l'enceinte du Sénat. Et encore une fois, un immense merci pour vos contributions et aux organisateurs du Grand Continent. Je sais que d'autres débats sont prévus avec des domaines un peu différents, mais j'espère que mes collègues de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense sauront tirer leur miel de tous les conseils, les constatations que vous nous avez proposé de partager. Merci à vous. D'abord, moi aussi remercier tous les intervenants de ce soir autour de Gilles Kepel et autour de l'équipe de Grand Continent, Matteo Balic et Gilles Grichani. Un mot, puisque vous avez évoqué la filière automobile. Je vais rappeler au président de la Commission des Finances un débat que nous avons eu le 2 décembre, ici au Sénat.
Un débat qui nous avait conduit à proposer, la majorité sénatoriale, mais même au-delà, cher Président, à ce que, quelque part, on maîtrise les subventions et les aides à la filière des véhicules électriques produits en Chine pour permettre à une filière européenne d'apparaître et de se donner le temps. Nous sommes dans un paradoxe. Aujourd'hui, on voit bien le poids de la décision politique par rapport à l'émergence, j'allais dire, d'une filière, dans lequel l'exécutif nous a répondu que ça n'était pas possible, et je reprends les mots du ministre, qu'il y avait plus de priorité à la transition écologique qu'à l'émergence d'une filière. Je peux comprendre ce débat entre priorités, mais au fond, la priorité, ça n'est pas l'immédiat, c'est l'objectif de moyen et de long terme qu'on doit pouvoir poursuivre. Et répondant à la question sur la guerre, tout à l'heure posée par le vice-président du Sénat, vous avez abordé, par exemple, toujours transition économie verte, avec la maîtrise des panneaux photovoltaïques. Sujet majeur dont nous sommes en train de débattre, qui nous a conduit à adopter, après un débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat, une loi sur les énergies renouvelables, qui nous amène demain à adopter un texte sur la filière nucléaire. Et nous voyons bien que les maîtrises des technologies et la maîtrise de ces technologies, si elles ne sont pas possédées, pardonnez-moi, par l'Union européenne, demain, nous rendrons dans une situation de dépendance. Et l'exemple même du gaz doit nous faire réfléchir. C'est primaire et ce n'est pas technologique, mais ce que est une situation de dépendance. Je voudrais vous dire que je ne vais pas regarder du tout ce qu'on m'avait préparé sur le sujet, mais je voudrais rappeler quand même 2 ou 3 choses. Notre pays a quand même une tradition d'intervention de l'État. Ça reste génétiquement, quel que nous soyons, à gauche, au centre, à droite, chez les gaullistes, cette intervention de l'État, elle est quand même prégnante. Mais nous devons la réinventer. Il me semble que nous sommes restés, c'est quelqu'un qui est issu du gaullisme qui va vous dire ça, que nous sommes restés dans cette vision, mais qui aujourd'hui, pour partie, date, mais quand même, qui nous a permis des maîtrises, vous l'avez évoqué, dans le spatial, dans le domaine nucléaire, au début dans le domaine numérique, même si ça a été un échec. Eh oui, ça a été un échec, mais nous avons tenté dans le domaine numérique, dans le domaine des télécommunications. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la vraie dimension, c'est à partir, dans notre pays, de cet héritage-là, comment, allez dire, contaminer une partie de l'Europe qui est toujours axée entre un libéralisme absolu. Et nous avons un vrai sujet, qui est le sujet, est-ce que nous continuons avec la politique de maîtrise et de respect du droit de la concurrence en Europe dans un schéma qui date d'il y a 20 ans? Est-ce qu'on empêche la constitution de majeurs européens capables d'investir, de conduire la recherche en matière de transport? Et ça, c'est un sujet qui est posé politiquement de manière majeure. Quand vous empêchez de grandes entreprises dans le domaine de transport tout simplement de fusionner, au plan de la concurrence européenne, vous avez perdu la dimension mondiale de ceux qui maîtrisent. Et je crois qu'il faut que nous conduisons cette réflexion collective. Je pense aussi, pardonnez-moi, qu'il y a une hiérarchie dans nos partenariats. Je crois que le partenariat avec les États-Unis dans le domaine des nouvelles technologies, il doit être poursuivi avec des précautions que nous devons avoir. Et que les puissances moyennes qui refusent de s'engager dans la confrontation Chine-États-Unis, il y en a, nous offrent des perspectives intéressantes pour l'Union européenne. Et si nous étions quelque part, je vais reprendre des comparaisons anciennes, une forme de troisième force, pour ne pas laisser 2 forces s'affronter et quelque part nous rendre dépendantes de l'une puis de l'autre. Voilà quelques-unes des réflexions que je voulais poser au plan politique. Ça veut dire qu'il faut nous changer. C'est une des maximes de Descartes, se changer. Il faut que nous changions par rapport à ça. Ça veut dire que nous devons conduire des réflexions et je pense qu'une assemblée comme la nôtre peut, je le dis à tous les collègues ici présents, contribuer à ce changement. Vous avez cité tout à l'heure un rapport du Sénat, Madame, 2021, sur en fait, j'allais dire, la prise de contrôle par un certain nombre
d'un certain nombre de fondamentaux de la recherche. Et j'ai à dire aussi les prises de contrôle dans les décisions. Parce qu'une partie des décisions qui sont prises aussi, parfois, sous une forme de contrôle. Et je dois dire que c'est pour moi une véritable réflexion. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça nous engage à la lucidité sur les efforts qu'il nous faut accomplir par l'Union européenne et par la France, si nous voulons continuer à peser dans les affaires du monde et à conserver un positionnement relativement autonome. Nous avons eu un débat sur l'IRA il y a un mois, ici au Sénat. Je ne peux pas dire que je suis sorti de ce débat transcendé, transporté. J'ai eu le sentiment que, quelque part, nous jouions petit bras par rapport, j'allais dire, à ce qui était engagé par les États-Unis. Et le président de la République lui-même, je le sais, n'a pas été enthousiasmé au retour de son voyage de la rencontre qu'il avait pu avoir. Mais, un autre y aurait été, les choses auraient été la même chose. Nous voyons bien qu'entre l'Allemagne, et je le dis avec sympathie pour nos amis allemands, dans la relation avec la Chine, la situation n'était pas tout à fait la même que la vision des autres pays européens. C'est là-dessus que nous devons dégager, me semble-t-il, l'Union européenne, en faisant de l'enjeu de souveraineté un enjeu non pas de repli sur nous-mêmes, mais un enjeu de maîtrise au nom des valeurs que nous portons. Parce que vous n'avez pas prononcé ce mot-là. Gilles Kepel l'a dit au début. Tout ça n'a de sens que parce que nous continuons à croire dans un certain nombre de valeurs. Des valeurs faites de démocratie, faites de droits de l'homme, des valeurs qui sont faites, au fond, de ce qui nous amène à vivre ensemble d'une manière différente dans un système dans lequel nous pensons que l'homme a une prééminence et que, par exemple, y compris c'est pour l'homme qu'on doit régler la question climatique demain et pour les générations à venir. En tous les cas, merci de nous avoir décapé un peu l'esprit. J'avoue que je n'ai pas toujours tout compris, mais je suis sans doute que vétérinaire et pas universitaire. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça nous fait du bien et que nous devons en tirer pour la suite, j'allais dire, quelques enseignements. Il va falloir maintenant que nous passions, à l'issue de toutes ces réflexions, à la phase concrète. Qu'est-ce que peuvent faire des universitaires, des acteurs de recherche? Qu'est-ce que peuvent faire des financiers? Qu'est-ce que peuvent faire, j'allais dire, demain, des politiques? Ça nous renverra au financement. J'évoquais ce matin le financement de la filière nucléaire avec le nouveau président du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. On est sur des sujets, je le dis devant les collègues, dans lesquels il va falloir une part d'intervention publique et dans lequel, d'ailleurs, l'intervention publique dans le financement d'une technologie qui continue parfois à inquiéter nécessite une forme de réassurance par un engagement de l'État. Et je crois que c'est aussi cet équilibre-là auquel nous devons réfléchir. Voilà, spontanément, en vous remerciant, j'allais dire tous les 6, mais au-delà de vous 6, bien plus que ça, et en remerciant Gilles Kepel un jour de m'avoir décapé au cours d'un déjeuner sur un certain nombre de sujets. Nous n'avons pas évoqué ça n'était pas le sujet de ce soir, mais comment ne pas réimporter dans nos communautés nationales les guerres d'ailleurs pour faire toujours la prééminence à des valeurs partagées. Merci d'être venu au Sénat ce soir.